Bonjour à toutes et à tous, bonjour mon Rod, Salut Greg, comment bonjour ça tout le monde. va? Bonne année, hein, ça y est, on est reparti, hein. On est parti pour Voilà, une et nouvelle saison. on espère que voilà, ce sera plus calme, hein, quand même cette année, qu'on va repartir dans le bon sens un peu plus tranquillement. Peut-être pas sur les premières semaines, mais enfin en tout cas au moins dès le printemps, quoi, et que la planète tennis sera également plus fleurie qu'en 2020. Sans tarder Rod, on récapitule pour l'instant les 40 noms que nous avons déjà cités depuis le début de cette aventure du top 100. On va donner 10 nouveaux noms aujourd'hui, de la place 60 à la place 51. Il y C'est a les des beaux noms, derniers hein. noms, c'est les derniers noms qu'on va donner en dehors du top 50. Voilà, c'est les derniers qui seront recalés avant notre top 50. Sans trop tarder, je vais prendre la main pour débuter et je vais utiliser mon totem d'immunité. C'est-à-dire que tu n'auras pas le droit sur ce nom de m'insulter, de me critiquer. Quoi, j'ai un totem. Je crains Voilà. le pire, je crains le pire. T'as pris quoi? T'as pris ton voisin, non? Alors, j'ai un peu joué avec les règles, qui étaient évidemment de donner notre top 100 de l'ère Open. J'ai un peu transgressé légèrement, puisque le nom que je vais citer maintenant est un joueur qui a vécu avant l'Air Open et un peu après, au début de l'Air Open. Il est un peu sur la tranche entre les deux. Mais malgré tout, j'ai fait le choix de le nommer. Déjà parce qu'il est Hall of Fame. Et bon, voilà, donc ça fait partie déjà des joueurs qui ont marqué l'histoire du tennis. Il a eu un incroyable destin. Fils d'un ouvrier mexicain, immigré à Los Angeles dans les années 20. Une longévité exceptionnelle. Ce joueur a joué en pro pendant plus de 25 ans. Je parle de Pancho González. Voilà. C'est un joueur qui a remporté 111 titres dans sa carrière, dont 2 à l'US Open, mais en 48 et 49, donc bien avant l'Air Open. Euh, et puis surtout, c'est un joueur qui, euh, qui a marqué l'histoire. Alors, il a été plutôt de l'époque de Roy Emerson. Il a aussi battu Tony Roche. Mais voilà, bon, c'est un joueur. Alors, certains disent qu'il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps. Le problème, c'est que nous, dans notre classement, on n'a pas élargi à toute l'histoire du tennis parce que c'était très difficile de remonter aux années 30, aux années 40, bon, aux Mousquetaires, au Lacoste, tout ça, parce que c'est des joueurs qu'on n'a jamais vu jouer. C'est difficile de comparer aussi les époques. À Donc, c'est pour toi, ça. tu les as jamais vus jouer, hein. C'est vrai que toi, tu es un druide. Euh, Attends, moi j'ai vu jouer Jean Borotra, hein, je te rappelle, hein. D'ailleurs, je l'ai mis en 60e, moi, Jean Borotra, parce que comme on peut faire n'importe quoi et prendre des gars des années 30, pourquoi pas, hein. Voilà. bon, tout ça pour dire que voilà, Non, je dis rien, je dis rien. On a dit certains, que tu avais l'immunité, tu as on a dit que l'immunité, j'avais on un a rien. totem. Bon, tu es en train de ruiner mon totem. Donc voilà, donc certains disent qu'il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc évidemment, là, on était dans l'Air Open, donc c'est un peu particulier. Combien de grands chelems aurait-il pu l'avoir? On ne sait pas, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire. Toujours est-il qu'il a aussi marqué l'histoire du tennis pour un match qu'il a disputé à Wimbledon en 69. Il avait 41 ans à l'époque. Et c'est un match tellement long qu'il a disputé face à Pasarel que tout simplement derrière, et ben en fait, on a, enfin, le circuit a créé le tie-break. Voilà, c'est ce match qui a donné envie tout au début de l'Europen, on est en 69, qui a tout simplement qui a poussé les dirigeants du tennis à inventer le tie-break, puisque pour rappel, le score de ce match, qui a duré plus de 5 heures et en plus de 2 jours, c'était 22-24 dans le premier set, bon, 1-6, ensuite 16-14 dans le troisième, 6-3 et 11-9 dans le cinquième. Voilà, donc les dirigeants se sont dit, bon, c'est Ouais, bien beau. et ce qui était fou à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de tie-break, donc on avait des sets comme ça. La plupart du temps, les gars ne s'asseyaient pas au changement de côté, hein. On arrivait sur le terrain juste avec 3 raquettes et une serviette. Et puis voilà, hein, donc ça, c'était, on buvait peu, on mangeait pas. Donc bon, ça donnait aussi des défaillances qui étaient quand même assez importantes, hein, et c'est pour ça qu'on avait des scores, des 22-20 d'un côté, puis un 6-1 de l'autre. Tout d'un coup, il y avait un joueur qui avait un coup de barre et qui, voilà, pendant un moment, le temps que ça reparte, voilà, donc il y avait des gros écarts comme ça et c'était une autre époque aussi. Voilà, mais c'est bien que finalement, c'est quand même bien que tu l'aies noté. Écoute, Ah, merci. voilà, je vais quand même dans ton sens. Et puis voilà, juste pour finir, à 43 ans, il a quand même réussi à battre Jimmy Connors. On est en 1971, l'Américain qui arrivait sur le circuit à 19 ans. À l'époque, il avait un gros service, le Pancho González. Il servait à 180 km/h dans les années 50, c'était pas mal.
Voilà, sinon, quoi dire, à part qu'il s'est marié 6 fois, dont une fois avec Rita Agassi, la sœur aînée d'André Agassi. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et puis sinon, quoi, bah, c'était un joueur qui faisait très peu de fautes sur le court, un grand tacticien. Il avait un placement parfait. Voilà, c'était aussi on va dire le papa des Kyrgios, des Connors, des McEnroe, des Monfils. C'était un chauffeur de salle, le Poncho González. Il arrivait à mettre de l'ambiance sur les cours de tennis. Il s'engueulait avec les arbitres. C'était l'un des premiers joueurs à rompre un peu avec le code tennistique et à oser tenir tête aux arbitres. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus monnaie courante. Et puis voilà, sinon, quoi dire de plus que moi, un jour, j'aimerais bien, parce qu'en fait, il faut savoir que ce joueur, Pocho González, a tellement marqué l'histoire du tennis qu'il a son nom et sa photo sur les raquettes Spalding. Et ben, ma mission, Rod, ce sera un jour de retrouver une de ces raquettes en bois là, de l'époque avec la photo de Pancho González dessus. Voilà. Si d'ailleurs, parmi ceux qui nous regardent, ils en ont une chez eux, bah, faites une photo, montrez-nous un peu à quoi ça ressemble. C'est des raquettes qui ont évidemment une valeur sentimentale inestimable. Voilà pour mon 60e. À toi, Rod, je te laisse la main. Écoute, moi, c'est un joueur dont on a déjà parlé, qui s'appelle Gaston Gaudio, qui a gagné Roland Garros. Voilà, tu sais l'importance pour moi des grands chelems, de gagner un tournoi du grand chelem. Lui a réussi à le faire, on en a parlé avec les circonstances et tout ça. Et c'est vrai que il avait pas gagné ce titre, il ne serait pas dans mon classement. Voilà, parce qu'il a été quand même assez mono-surface. Il a eu très très peu de résultats sur les autres surfaces que la terre battue. Mais il y a eu un passage où quand même sur terre, il a fait partie vraiment des tout meilleurs. Et voilà, ce titre à Roland Garros restera la consécration pour ce joueur argentin. Tout à fait. Moi, que j'avais mis beaucoup plus haut, parce que j'estimais pour moi le fait qu'il n'ait pas de finale au Masters 1000 et qu'il ait finalement aucun quatrième tour en Grand Chelem à part cette édition de Roland Garros dont tu as parlé. Voilà, c'est un facteur qui, pour moi, me l'a fait mettre beaucoup plus haut que toi. Du coup, on enchaîne avec mon 59e. C'est un joueur que tu as cité la dernière fois, c'est Tony Roche, qui lui aussi est au Hall of Fame. Alors, c'est un joueur qui a débuté à l'époque de Rod Laver et qui a fini avec les débuts de McEnroe. Donc, il a quand même eu une belle carrière. Un gaucher, revers à une main, comme toi, Rod. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? 10 titres, 11 finales, un grand chelem, Roland Garros, 66. Voilà, il a été Le trois double fois, aussi, il est très bon en double, très très bon en double. tout On à l'avait fait, dit. tout à fait, 15 Et grands puis sa chelems en carrière, double. et sa carrière de coach aussi. C'est sûrement un des coachs les plus titrés, hein, puisqu'il a gagné des grands chelems avec plusieurs joueurs, hein, avec Je vais les Rafter. citer, Ouais. avec Lendl, qui d'ailleurs l'avait pris pour progresser à la volée, pour travailler sa volée, Tony Roche qui était un immense volleyeur et qui a remporté un grand chelem en 85, Pat Rafter, qui l'a suivi entre 97 et 2002, l'époque où l'Australien a gagné des grands chelems, Federer entre 2005 et 2007 pour travailler la terre battue, le Suisse s'est dit qu'il voulait résister à Nadal, qui venait d'arriver sur le circuit, hein, qui avait remporté Roland Garros 2005, 2006, 2007. À ce moment-là, Federer prend Tony Roche comme coach. Tony Roche titré à Roland. Bon, malheureusement, ça n'a pas permis aux Suisses de résister à Rafa, mais ça lui a quand même permis de remporter au moins une Ouais, fois Roland Garros un peu plus tard. Tout comme Lendl ne réussira pas à gagner Wimbledon. Exactement. Quel est ton 59e, Rod? Alors moi, c'est aussi un joueur qu'on a déjà cité, que tu avais cité avant, c'est Thomas Johansson, le Suédois qui a gagné l'Australian Open. Pareil, voilà, c'est des joueurs qui ont gagné des grands chelems, mais qui à côté ont pas forcément eu les mêmes résultats, même si lui, il a quand même réussi à gagner un Masters 1000. Ça a été aussi beaucoup un joueur de surface dure et de surface rapide, qui a jamais non plus vraiment réussi à performer sur terre battue. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Il fait partie de cette catégorie de joueurs. Tu vois, je vais peut-être même garder la main sur celui d'après parce on en a déjà Vas-y, parlé de Johansson et puis c'est un peu le même profil, c'est Albert Costa que tu avais également espagnol. cité. Moi, Voilà, j'avais pour mis moi, en c'est 64e. ce, Ouais. ce groupe de Gaudio, Johansson, Costa. Bon, c'est des joueurs qui sont pas restés très très longtemps non plus et qui ont soit gagné vraiment un grand chelem comme Gaudio et peu de choses finalement à côté, ou qui ont été mono-surface. Voilà, donc c'est pour moi, c'était un trio qui se ressemblait quand même beaucoup. Et voilà pourquoi Costa
et 58e, même si voilà, il y a eu cette période où, notamment où il gagne Roland-Garros et les 2 années suivantes où il est quand même extrêmement performant sur terre. Tout à fait. On en a parlé dans la dernière émission. Un joueur dont on a parlé aussi à la dernière émission, c'est Thomas Berdych, que moi j'ai mis en 58e position. Le Tchèque, donc on ne va pas répéter tout son palmarès, finaliste à Wimbledon, titré à Bercy, 2 Coupes Davis avec Stepanek, 6 demi-finales en Grand Chelem quand même. Alors je l'ai mis un peu plus haut que toi parce que j'ai considéré qu'il avait été barré, le contexte l'avait desservi. Voilà, il avait été barré par les plus grands joueurs du tennis de l'ère Open, battu donc 6 fois en demi-finale, alors par Stan, en 2014 à Melbourne, Stan remporte le tournoi, par Murray et Federer à Wimbledon, qui remporteront eux aussi le tournoi, battu par Soderling à Roland-Garros, qui lui perdra en finale. Donc à chaque fois, et battu aussi par Murray à l'US Open en 2012, qui remportera aussi le tournoi. À chaque fois, il a été battu en demi-finale par les futurs vainqueurs, quasiment. Bon voilà, il participe à 6 Masters de fin de saison, une demi-finale. Il fait 3 finales en Masters 1000 à Miami, Monte-Carlo, Madrid. Bon voilà, à part que 14 défaites en demi-finale de Masters 1000, et sur ces 14 défaites en demi-finale de Masters 1000, il y a 6 fois Nadal, 3 fois Djokovic, 2 fois Federer, une fois Murray, une fois Stan. En fait, c'est vraiment ces 5 joueurs-là ont constamment barré la route de Berdych. Alors, que serait-il devenu s'il n'avait pas eu ces joueurs-là? S'il avait joué 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, on ne le saura jamais. Mais malgré tout, j'estime que le Tchèque méritait largement une place dans ce top 100. Mais Il fait partie de la même catégorie que de Joe Tsonga. Voilà, c'est des gars qui ont réussi par moments à battre les Djokovic, les Nadal, les Federer, mais qui ont quand même souvent été battus par eux. Et moi, je reste persuadé que, tout comme Joe, Berdych aurait gagné 1 ou 2 tournois du Grand Chelem s'il avait joué 10 ans plus tôt. tout à fait. Tsonga, moi que j'ai mis un tout petit peu au-dessus et que toi tu as déjà cité la semaine dernière. Je te donne la main pour ton 57e. Alors oui, mais là, c'est la clochette. Hein. C'est la clochette? Ah, Eh oui, il va tu vas falloir que devoir tu me le faire devines. deviner. Ah, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, chaque semaine, nous faisons deviner un de nos joueurs en mode pyramide, avec 3 indices, en essayant de faire gagner le plus d'amendements possible à vous qui nous regardez. Je t'écoute, Rod, pour les 3 indices, en espérant que ce ne soit pas trop difficile. Hein. Alors, je vais dire, mon premier mot, ça va être Masters. Masters, donc un vainqueur du Masters. Je dirais David Enko, que tu n'as pas encore cité et qui a remporté le Masters. Eh ben, écoute, je pensais pas que tu le trouverais dès le premier coup, Non. mais ouais. Ah, bien, Donc, bien, je suis écoute, c'est ça, content. c'est exactement ça, Nikolai Davydenko. Ah, bah, je suis content. Que moi, j'ai cité Voilà. la semaine dernière en 63e position. Alors, j'avais été très bref. Davydenko, bah, c'est un joueur que j'ai vu évoluer parce qu'il est, bon, il est plus jeune que moi, mais je l'ai vu arriver sur le circuit. Quand je coachais, je l'ai été aussi de nombreuses fois sur les tournois. Les joueurs que j'entraînais l'ont joué. Les années où j'étais en Coupe Davis, on a joué à chaque fois les Russes. Donc, ça a été un joueur que j'ai vu énormément évoluer. Pour moi, c'était un joueur. Ce que j'aimais, c'était son élasticité. Voilà, un joueur élastique qui jouait avec une cadence infernale en essayant de jouer très tôt. Voilà, et qui a été, il faut le dire, hein, barré lui aussi par Nadal, par Nadal et Federer surtout, un peu moins par Djokovic parce que c'était les débuts du Serbe. Mais c'est quand même une vainqueur au Masters, une finale aussi hein, en Masters. Il n'a jamais réussi à aller en finale de Grand Chelem. Il Non. a fait 4 demi, il a dû faire aussi 6 quarts. Voilà, il était tout le temps présent dans les Masters 1000. Voilà, il en a gagné, je crois. Il en a gagné 3. 3 3, c'est Masters ça. Il a 1000. gagné Paris-Bercy notamment. Voilà, et puis il a été au début aussi où il a eu des victoires sur Nadal, mais qui étaient là aussi. Hein, c'était Nadal était déjà très fort, mais il avait évidemment pas encore fait tous les résultats qu'on lui connaît. Voilà, moi c'est un joueur, je trouve, qui aurait mérité d'aller au moins en finale de Grand Chelem vu le niveau qu'il avait.
Ça, je suis Voilà, il y d'accord. a eu C'est la vrai que Coupe Davis c'est aussi. Il a fait partie de l'équipe russe qui était dans ces années 2005, 2006, 2007, qui était l'équipe la plus forte en Coupe Davis. Ils avaient un réservoir de 4-5 joueurs polyvalents qui pouvaient jouer sur toutes les surfaces. Alors, en perdant le double quasiment à chaque rencontre. Et Davydenko a été quand même un acteur important, voilà, des victoires russes à cette époque-là. tout à fait. Le Russe, c'est vrai qu'il n'a pas fait de finale en Grand Chelem. C'est une anomalie. C'est presque incroyable. Ça fait C'est partie presque. des. Oui, oui. On peut rajouter Tommy Haas aussi. Bon, voilà, il y a des joueurs comme ça. Bon, on se dit qu'est-ce qui fait que ils n'ont pas réussi. Alors, c'est le contexte. Parfois, c'est les histoires d'un match, d'un tournoi. Bon, voilà. En tout cas, c'est sûr que c'est un manque. Clairement, il avait le niveau et le potentiel même pour gagner un Grand Ouais, Chelem. non, Donc, mais quand on regarde toutes ces défaites en Masters 1000 ou dans les. Bon, il a beaucoup perdu quand même contre les tout bons, quoi. Voilà. oui, oui, non, il y a pas de honte non plus avec un tel palmarès. Troisième mondial, on le répète, 21 titres. Et 7 finales, ce qui prouve quand même 21 titres et 7 finales perdues, c'est-à-dire 21 titres sur 18, sur 28. C'est un bon ratio quand même pour un joueur. Moi, j'enchaîne avec un joueur actuel et qui est un Russe aussi, qui est Danil Medvedev. Alors j'ai beaucoup hésité, tu verras tout à l'heure pourquoi. Les 4 prochains noms que je vais citer se tiennent dans un mouchoir de poche et je justifierai au fur et à mesure pourquoi j'ai finalement mis Medvedev à cette position-là. Le Russe, alors 4e mondial, à son meilleur classement, qui vient de faire une fin de saison incroyable avec le titre à Bercy et le titre au Masters, sans lequel d'ailleurs il n'aurait pas été si haut à mes yeux. Évidemment que ce titre au Masters l'a fait vraiment Ouais. upgrader de pas mal de On est places. d'accord. Pour une Voilà. fois, on est d'accord. Finaliste à l'US Open quand même en 2019, en battant Dimitrov, Wawrinka et en perdant dans cette finale incroyable face à Nadal. Il a failli renverser Rafa pour finalement s'incliner de justesse. Quoi dire de plus sur le Russe, à part cette série incroyable de victoires la saison dernière, enfin en 2019, parce que maintenant on est en 2021, avec ces finales à la chaîne, avec notamment ce titre à Cincinnati où il bat Djokovic, ce titre aussi à Shanghai où il bat Tsitsipas et Zverev. Peu de réussite finalement en Grand Chelem pour le Russe, à part ces 2 éditions de l'US Open où il fait une demi et où il fait une finale. Le reste du temps en Grand Chelem, c'est pour le moment, en tout cas à mes yeux, une déception par rapport à son potentiel et à ses qualités. Donc à voir ce que ça donne. Je l'ai pas mis dans mon top 50 parce que bon, il a 24 ans et il a 9 titres, 6 finales. Bon, voilà, pour moi, il est évidemment encore en progression. Si on refait ce même classement Rod dans 2 ou 3 saisons, j'imagine et j'espère pour lui qu'il sera beaucoup plus haut. C'est évidemment un candidat pour remporter un titre en Grand Chelem, c'est un candidat pour enchaîner les titres en Masters 1000. Voilà. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, voilà, je l'ai mis à cette position-là et on verra qui j'ai mis juste devant. Je me justifierai après. Mais bah, si tu veux, je vais garder la main. Je sais pas, juste, je te laisse la main pour Medvedev si tu veux dire quelque chose. Mais comme tu l'as pas encore cité, il me semble. Non, je Euh, l'ai pas cité. Moi, j'ai pris en compte, c'est vrai, le fait qu'il soit encore des joueurs actuels et donc ils vont ce palmarès. On ne sait jamais ce qui va arriver, mais bien sûr. voilà, il devrait s'étoffer quand on voit ce qui se passe depuis 2 ans. Moi, pour moi, il a vraiment, il a quand il a perdu contre Djokovic en Australie, je crois que c'est 2019, il me semble. Déjà, bon, je me suis dit ah ouais, lui, il a passé un cap. Puis on sait après ce qui s'est passé, quoi. Voilà, il est au niveau des tout Bien meilleurs sûr. maintenant, même si de temps en temps, il y a ouais, comme tout le monde, il y a des phases où c'est un peu plus compliqué. Mais il montre que dès qu'il est en forme, que les victoires, qu'il a confiance, bah, il est capable de faire des bonnes séries et de battre tout le monde, quoi. Il l'a encore prouvé sur la fin de saison. Tout à fait. Au Masters, oui, bah, Nadal, Tim, Djokovic et Zverev. Voilà. On peut dire que celui-là, c'était un titre bien mérité. Je vais justement garder la main sur mon 56e, puisque les deux sont liés. C'est aussi un joueur actuel et c'est Alexander Zverev que j'ai positionné juste devant Medvedev. Alors pourquoi juste devant? Bah déjà parce qu'il a une place de plus au classement. Il a été troisième à son meilleur classement. Il est aussi plus jeune, il a 1 an de moins. Et malgré cette année de moins, il a quand même un palmarès beaucoup plus fourni que le Russe, avec 13 titres, 9 finales. Lui, il a 3 titres en Masters 1000 comme le Russe, à Rome, où il bat Djoko en finale, à Montréal, où il bat Kyrgios, Anderson et Federer. C'était en 2017, ça, donc très précoce, l'Allemand. Il a remporté aussi Madrid en 2018, où il bat Thiem en finale. Mais contrairement au Russe, lui, il n'a pas une finale de Masters 1000, il en a 4. Donc c'est quand même pas mal, 3 titres, 4 finales. Il a remporté également le Masters, lui aussi, en 2018, en battant Djokovic 2 fois
et en battant Federer. Il a aussi une finale de Grand Chelem comme Medvedev à l'US Open il y a quelques mois, mais sans qu'il aurait pu gagner comme Medvedev. qu'il aurait pu Voilà. gagner comme Medvedev. Alors la différence, c'est que là, c'était une édition un peu spéciale de l'US Open et lui, il a eu besoin pour arriver en finale de ne battre aucun top 25, aucun joueur du top 25 mondial. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne méritait pas cette place en finale, mais bon, il a eu un parcours un peu plus aisé qu'on peut l'avoir habituellement en Grand Chelem. Mais comme Medvedev, lui aussi, il a longtemps souffert en Grand Chelem avant de percer en 2020 avec cette demi-finale à Melbourne et cette finale US Open avec seulement 2 quarts de finale en 18 participations, voilà, avant 2020. Mais malgré tout, pour tout ça, j'ai estimé que Zverev méritait d'être juste devant le Russe. Voilà. Donc, lui aussi, évidemment, il est candidat à un titre en Grand Chelem, il est candidat à une place de numéro 1 mondial, tout ce qu'on veut. Voilà. Après, il a. Alors, contrairement à Medvedev, je trouve que, alors, je ne sais pas si c'est. J'aimerais bien aussi avoir ton avis. J'ai l'impression que il est tout le temps un peu pas sous-estimé, mais on le critique toujours un peu Zverev. On dit toujours oh là là, qu'est-ce qu'il joue pas bien, il gagne, mais il joue pas bien. Pour moi, c'est le jeu. Il arrive vraiment par moments qu'on s'ennuie quand même avec Zverev. Il joue loin de sa ligne. Voilà, il remet, il remet, il remet. Bon, L'irrégularité aussi, peut-être, voilà, et puis il même passe à dans ses côté de matchs. matchs, à côté de tournois, ce que peut-être un peu plus que d'autres joueurs. Donc, en tout cas, de ce niveau-là. Après, moi, je partage le fait qu'il me semble normal que Zverev soit un ton au-dessus en classement que Medvedev, pour une bonne raison aussi, c'est que pour l'instant, il est multisurface Zverev, ce qui n'est pas le cas de Medvedev qui sur terre, on l'a Pas bon vu du tout, cette ouais. année, a eu beaucoup de difficultés. Alors que Zverev, voilà, lui est capable de jouer sur toutes les surfaces. Le gazon, pour le moment, n'a pas non plus été Non, il n'a pas très bon titré non pour plus l'amant, Medvedev, mais alors que Zverev, oui, a déjà gagné, je crois que c'était à Halle, il me semble. je suis pas sûr Donc, qu'il ait de titre Zverev sur gazon, hein. Je vais sur vérifier, gazon, mais non, c'est peut-être une finale, mais pas un où titre. il n'a pas Oui, battu Federer à Halle sur gazon une fois, non? je Je dis une regarde tout de suite, bêtise je peut-être. regarde tout Bon, de ok. suite pendant que tu D'accord. continues. Voilà, donc non, je partage assez ton avis. Moi, je pense que ces deux-là font partie, et ce sera en grande surprise, de potentiels vainqueurs de Grand Chelem, et ce assez rapidement, peut-être même d'ici quelques semaines, euh, parce qu'ils sont vraiment tout proches. Ils se sont encore rapprochés sur cette fin de saison. Tout à fait. Voilà, sur les 3 mois qu'on a vécu à partir de l'US Open, où vraiment Zverev et Medvedev, ils sont tout proches voilà, de pouvoir gagner un titre du Grand Chelem. Tout à fait. Pour répondre à ta question, c'en était en 2016. Il bat effectivement Federer en demi-finale à Halle, mais il perd en finale contre Florian Mayer. Et il refera une finale en 2017, Zverev, à Halle contre Federer. Oui, donc même s'il n'a pas de titre sur gazon, il a quand même un bilan sur gazon bien meilleur que Tout Medvedev, à fait honorable. donc, et tout Voilà. à fait honorable. Écoute, je te laisse la main, Alors, Nimrod. oui, alors moi, le joueur que j'ai mis, c'est l'Espagnol Rimeno. D'accord. Voilà. Alors, qui a gagné un Grand Chelem, qui a aussi fait une finale. Dans ces tournois. Et pourquoi je l'ai mis à cette place? Parce qu'il a aussi gagné 44 titres. Et ça, c'était quand même quelque chose qui est non négligeable. Voilà, gagner autant de C'est titres. Il notable, a été c'est notable. numéro 3 mondial à son meilleur. Il a après fait du coaching aussi et il a permis à des joueurs et joueuses d'ailleurs, comme Correja, il s'est occupé de Correja, il s'est occupé d'Aransta Sanchez, de Marijo Fernandez. Donc il avait créé une académie en Espagne. Il est décédé il y a un an, hein, je crois, c'était en 2019, un Tout peu à plus fait. d'un an qu'il est décédé. Voilà, c'est un joueur qui a été voilà, qui a été aussi en demi-finale de tournoi du Grand Chelem. Il a été Il fait assez deux complet. demi-finales. Ouais. Voilà, donc c'était normal de le mettre voilà, à cette place-là avec une carrière quand même très bien fournie. Tout à fait. Un joueur également présent aussi au Hall of Fame, pionnier du tennis espagnol, mais on en reparlera parce que moi je l'ai mis Ouais, c'est une un référence peu un plus petit haut peu que toi. Oui, aussi pour les joueurs tout à espagnols. fait. Je crois que Nadal l'a cité plusieurs fois tout au long de sa carrière en disant qu'il avait inspiré pas mal de joueurs espagnols. Tout à fait. Donc c'était ton 56e, si Exactement. j'avance bien dans mon classement.
Donc, je vais garder la main pour mon 55e, qui est également un Espagnol que tu as cité la semaine dernière, qui est David Ferrer, l'Espagnol, avec 27 titres en carrière, 25 finales. Il a la particularité d'être le joueur avec le plus de titres et le plus de victoires sur le circuit sans avoir remporté un grand chelem. Voilà, lui aussi fait partie de ces joueurs qui malheureusement auraient pu, mais voilà, il restera sur le quai. Il y a quand même cette finale à Roland-Garros en 2013 qui perd face à Rafa. 6 finales de Masters 1000 malgré tout. Un titre à Bercy en 2012, comme quoi ce n'était pas que un terrien Ferrer. Il a eu longtemps cette étiquette de terrien, alors que pas du tout. Il était très fort sur dur. Et pour gagner ce titre à Bercy, il avait battu Stan, il avait battu Tsonga. Euh, il Ouais, il fait fait finale à Miami aussi, où il a balle de match contre Murray. exactement, Tu vois, donc c'était vraiment un exactement. joueur très très fort sur dur. Mm. Sur terre aussi. À ses débuts, surtout, il a performé sur terre, mais après, dans l'évolution de sa carrière, il a extrêmement bien joué sur dur, et même à Bercy en indoor. Hein, donc, il était tout à fait capable de jouer sur toutes les surfaces. Il y a peut-être que, je crois que il a été en demi-finale de tous les grands chelems en dehors de Wimbledon, me semble-t-il, où il a dû faire quart, mais c'était un joueur hyper accrocheur, régulier, qui lâchait jamais rien. Voilà, au niveau de l'attitude, on est voilà, dans le profil Rafa Nadal. C'est un peu le même genre, voilà, de ce côté-là en tout cas. Tout à fait. Un joueur qui a fait finale au Masters en 2007 en battant Nadal, Djokovic, Roddick et en perdant en 3-7 face à Federer en finale. Moi, ce qui m'a bien plu, Ouais, c'est dans la Federer carrière. c'était sa bête noire. Il a jamais, Ah je bah crois que ça oui, a bah fait justement, 16 ou 17-0. Hein, exactement, il a, 17-0. Ça allait être mon petit quiz dans le quiz. Voilà, est-ce que tu connais son bilan? Voilà, 17-0 face à Federer ouais, pour et ce qui est l'Espagnol. incroyable, c'est que même sur terre, il a pris Mm. des raclées par Federer. Voilà, il n'a jamais vraiment voilà, réussi à s'imposer, à trouver la clé face à Federer. Il n'est pas le seul, hein, tu me diras. Mais... Non, c'est pas, c'est pas le seul. Moi, ce que j'ai aimé dans la carrière de l'Espagnol, c'est qu'il a fait beaucoup évoluer son jeu aussi. Très défensif au début, plus ça allait, et plus il a joué vers l'avant, et je trouve que ça, c'était vraiment très plaisant. Il fait une demi-finale, il fait beaucoup de demi-finales en Grand Chelem. Il fait 5 demi-finales en Grand Chelem, notamment à Melbourne en 2011, où il bat Nadal et il perd contre Murray. Il en fait une autre en 2013. Il fait aussi une demi à Roland-Garros en 2012, à l'US Open en 2007 où il bat Nadal et Nalbandian avant de perdre contre Djokovic. Et il refera encore une demi-finale à l'US Open en 2012. Voilà, principalement évidemment, ses victimes ont été le Big Three avec 11 victoires pour 59 défaites dans sa carrière. Donc, voilà, donc 11 victoires sur 70 matchs. Bon, voilà, forcément, ça empêche, ça freine. Hein. C'est plus qu'un Dodan à ce niveau de jeu, à ce niveau-là. Hein. Ouais, et puis il aura été Euh, aussi un acteur prépondérant dans les nombreuses victoires des Espagnols en Coupe Davis. 3 Coupes Je... Davis, évidemment. Trois Bah, Coupes Davis pour c'était le lui. lieutenant de Rafa, hein, clairement. Hein. Il a Ouais, été. ouais, ouais. Oui, et puis Rafa n'a pas toujours joué non plus, donc Non, de lieutenant, il passait à leader. tout à Et fait. bon, il y a beaucoup de pays qui auraient déjà voulu avoir un leader comme Ferrer. Hein. Bah, à un moment, Voilà. l'Espagne avait le numéro 1 mondial et le numéro 3 mondial, hein, quand même, parce qu'il a été troisième mondial, David Ferrer, pendant longtemps. Il déclarait, vu mon jeu, il fallait bien que je me fasse souffrir, sinon je n'avais aucune chance de devenir pro. En fait, il répondait au fait que tous les jours, il allait courir. Voilà, tous les jours, il a couru, il a été faire du footing. Bon, voilà. Rappelons Ouais, je aussi que confirme que je l'ai souvent, souvent vu courir sur les tournois. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il courait seul, il courait avec son coach. Euh, voilà, c'est vrai que c'était un adepte du footing. Ce qui n'est pas le cas, il y en a qui en font pas du tout, hein, mais lui, voilà, il a passé beaucoup de temps sur le terrain. Et moi, je trouve là où il a énormément évolué, c'est qu'en début de carrière, c'était un gars qui était extrêmement nerveux. Et il avait un tic, Ferrer, c'est qu'il mangeait son t-shirt. Voilà, quand il s'énervait. Et il avait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à se dominer. Et voilà, au fil des années, il s'est de mieux en mieux maîtrisé. Et c'est un joueur, je crois, qui est énormément respecté par ses pairs. Voilà, énormément on respecté, savait aimé, qu'en oui. jouant Ferrer, ça allait être compliqué parce qu'il allait vraiment rien donner. Quoi qu'il arrive, il allait se battre du premier au dernier point. Et il est très, très respecté sur le circuit. Et juste avant de te donner la main pour ton prochain nom, pour aller dans ce sens-là, j'ai une petite anecdote sur David Ferrer. Lorsqu'il était jeune, qui ne savait pas encore s'il allait devenir joueur de tennis professionnel, son coach prenait l'habitude de l'enfermer dans un cagibi avec de l'eau et du pain pour forger son mental.
D'où, voilà, donc mental de fer, Ferrou, David Ferrer, voilà, pour ceux qui aiment les analogies. Et pendant 8 jours, il a été voir son coach. Il dit, bon, j'aimerais vivre la vie d'un ouvrier de chantier pendant une semaine, juste pour être sûr que je veux faire joueur de tennis. Et ben finalement, il aura vécu la vie d'un ouvrier pendant 8 jours et il décidera de faire joueur de tennis. Voilà pour l'anecdote de ce joueur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admirateurs, je pense, en tant que fan à travers le monde. Un joueur qu'on respecte vraiment et qu'on a aimé respecter. Voilà, je te laisse la main pour ton prochain nom, Rod. Eh bien, moi, c'est un joueur que tu as déjà cité, qui est Andrés Gomez, Très bien. l'équatorien qui avait gagné Roland-Garros. Voilà, moi qui m'a marqué parce que bah, c'est encore une fois, hein, c'est la période fin des années 70, début des années 80. C'est la période où je commençais vraiment à jouer au tennis, à suivre le tennis. Et Gomez, voilà, j'aimais le Titré voir à jouer. Roland-Garros en J'aimais, 90, on rappelle. ouais, qui a aussi été numéro 1 mondial en double. Tout à fait. Voilà, qui était voilà, un joueur élégant. Moi, j'aimais beaucoup son style. Comme on a pu le voir après avec Kuerten, cette décontraction quand il jouait, ce relâchement gaucher. Donc, évidemment, j'ai toujours un petit faible Forcément. pour les joueurs gauchers qui ont un beau jeu, et lui en fait partie. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai mis aussi haut, parce que j'ai une sensibilité par rapport à ce joueur, même si il fait aussi quand même partie des joueurs voilà, comme Costa, comme Gaudio, qui ont quand même essentiellement gagné des matchs sur terre et très peu quand même sur les autres surfaces. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je l'avais mis un tout petit peu plus haut que toi. Mais pour moi, c'est le double aussi qu'il a fait, Oui, que le je l'ai double qui remonté fait un petit que… peu, parce que voilà, d'avoir eu aussi un tel classement double montrait qu'il était capable aussi de faire autre chose que de, on va dire, de jouer sur terre battue du fond du court Tout à en fait. délivrant des coups droits et des revers. Voilà. Tout à fait. Moi, en 54e position, un joueur que tu as déjà cité aussi, mais que toi, tu avais mis derrière David Ferrer. Moi, je l'ai mis juste devant et je vais m'expliquer pourquoi. C'est Joe Wilfried Tsonga. Alors, Joe a été 5e mondial à son meilleur classement, donc c'est un peu moins que Ferrer. Un peu moins de titres aussi, 18 titres et 12 finales. Il fait une finale en Grand Chelem à Melbourne en 2008, comme Ferrer. Il fait 5 demi-finales en Grand Chelem comme Ferrer. Mais ce qui a fait basculer, il fait une finale du Masters aussi comme Ferrer, mais ce qui a fait basculer, que je l'ai mis juste devant l'Espagnol, c'est en fait le contenu de ces tournois et les joueurs qu'il a réussi à battre dans les grands rendez-vous. Je vais les lister, tu vas te rendre compte. Bon, déjà à Melbourne en 2008, il bat Ouais, Nadal en c'est 3-7, tu en énorme. avais parlé. Bon, voilà, il terrassait Bah, Nadal Murray aussi. 3-7. Et il bat Murray au premier tour, Murray qui était top 10 hein, déjà à l'époque, pour perdre contre Djoko. D'accord. Bon, en 2008 à Bercy, il bat Nalbandian, il bat James Blake, il bat Roddick, il bat Djokovic, que des top 10. En finale il fait finale du Masters en 2011 en battant Nadal et Berdych, et il perd en 3-7 en finale de ce Masters. Et moi, ce qui m'a impressionné aussi, je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce tournoi de Toronto en 2014 où il Ouais. bat Djokovic, Murray, Dimitrov et Federer. Waouh! On peut dire que les tournois, il était allé les chercher, le Joe, hein, quand il a voulu en gagner un. Ouais, moi, c'est pour Et ça à que je dis l'époque, il était toujours, vraiment capable de battre vraiment. Lui, il n'a je pas eu ce dis, complexe de battre les meilleurs. je dis toujours que beaucoup de gens critiquent les joueurs français, et notamment les quatre, hein, les Simon, Gasquet, mon fils et Tsonga. Mais quand on regarde le On a palmarès de oublié, hein, Joe, ce qu'ils on ont a fait. Hein. oublié Mm. combien de matchs, de bons matchs il a gagné, et combien peut-être ça va nous manquer quand ces joueurs-là seront plus là. Finalement, combien ils ont été embêtés dans une période où il y avait tous ces super joueurs dont on a On parlé. avait quasiment 4 Français dans le top Et 10 puis Joe a pendant des années. quand même Joe a battu ces joueurs-là, il les a tous battus en Grand Chelem. Mais c'est ça, c'est ça. Hein. Voilà, C'est pour ça c'est-à-dire que. Ouais, ouais. qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir été capable d'aller battre Federer à Wimbledon, par exemple, en quart de finale. Il n'y en a pas J'allais y beaucoup. venir. Hein. J'allais Il y n'y en a pas venir. beaucoup hein, des Parce que joueurs là j'ai parlé qui que ont des été Masters capables de. 1000. J'ai parlé que de Masters 1000, donc je vais reprendre la main parce qu'il y a eu un énorme parcours en Grand Chelem aussi. J'avance. Il y a cette médaille en double au JO de Londres avec Michael Yodra. Il y a cette Coupe Davis en 2017. C'est clairement pour moi le meilleur Français de ces 30 dernières années, depuis le titre de Noah à Roland-Garros. Il est resté 260 semaines dans le top 10, qui est l'équivalent de 5 années à temps plein. Numéro 2 junior,
Voilà, il avait remporté l'US Open lorsqu'il était jeune. Et je l'ai mis aussi devant parce que malgré le fait que c'est un joueur fragile, hein, souvent blessé au dos, blessé au genou, il avait cette maladie, cette drépanocytose qui l'handicapait lors des longs voyages en avion, qui faisait qu'il avait toujours besoin de 2-3 jours de plus pour se remettre par rapport aux autres joueurs. Et ben malgré ça, il fait quand même une demi-finale à Melbourne en 2010 en battant Djokovic en 5-7, puis en perdant contre Federer, ce qui montre aussi que cette époque a été difficile pour tous ces joueurs. De battre l'un des membres du Big 3 ou du Big 4 ou du Big 5, tout ce que vous voulez, c'était fort. En battre 2, c'était exceptionnel. En battre 3, c'était quasiment impossible. Il fait une demi à Roland-Garros en 2013 où il bat Federer et la pas de bol, hop, il tombe sur David Ferrer. Bon, c'était le… Ouais. Après, je crois que la défaite face à Ferrer, elle vient plus du fait qu'il a mal géré, peut-être pas par sa faute, mais parce Oui, qu'il y a eu le match d'avant entre Nadal et Djokovic qui avait duré plus de 5 heures. Voilà, et finalement, on quand rentre il est sur le court, rentré, on attend, on j'y attend, on étais attend. sur Ouais. le court, et c'est vrai qu'il y avait une ambiance vraiment particulière. Joe, il s'attendait à avoir un public en fusion Mais en fait, ils pour avaient son déjà entrée tout sur le donné sur le terrain. match d'avant, quoi. Ils avaient déjà énormément donné, il n'y avait pas grand monde, tout le monde était un peu sorti quand le match a commencé. Bon voilà, ça avait été mieux, en tout cas mieux négocié par Par Ferrer Ferrer. que par Joe. Mais en tout cas, voilà, comme tu le disais, il a quand même un palmarès et des victoires sur les meilleurs qui sont assez impressionnantes. Après, comme beaucoup de joueurs, bah, dans les grands chelems, il fallait souvent en battre au Bah, moins un, plusieurs, mais bah souvent oui, deux, voire trois. Et ça, c'est c'était ça. compliqué parce C'est qu'une fois ça. qu'on a réussi à faire plier un Nadal ou un Federer, bah derrière, il faut se prendre un Murray, un Djoko, voire Ouais, les c'est ça. deux. Et Joe, en fait, n'aura pas réussi ce que Stan a réussi à faire. Tout à fait. Wimbledon, tu en parlais, où face à Federer, il est mené 2-0, puis il arrive à renverser ce match et à battre Federer en 5-7 et il perdra juste derrière en demi-finale face à Djoko. Voilà, c'est difficile, hein. Et puis il y avait aussi cette, défaite contre Murray à Wimbledon en 2012, l'année où d'ailleurs Murray remportait les JO, l'année où Murray était, sur gazon, très difficile à battre. Et au-delà de tout ça, de tous ces demi-finales, ces finales de Grand Chelem, de Masters 1000, et il y a aussi 9 quarts en Grand Chelem. Donc, il a quand même été, il a répondu présent quasiment à chaque tournoi du Grand Chelem, il était là. Et sur ces 9 quarts, il perd 6 fois contre le Big Four. Donc, il a tout le temps été stoppé, que ce soit en quart, en demi ou en finale, par le top 5 de ce qui s'est fait sur le circuit pendant 10 ans. Voilà pour Joe. Je te donne la main. On en est où dans ton classement, mon Rod, là? On est au combien? Alors moi, je suis au 54e Alors, et vas-y. c'est un joueur hollandais qui s'appelle Richard Krajicek, voilà, que j'ai mis à Titré, cette place-là. titré, lui, Titre à Wimbledon, à c'est ça? Wimbledon. Voilà, à Wimbledon. Très très bon joueur sur surface rapide, sur gazon évidemment. C'est un joueur de ma génération que j'ai affronté plusieurs fois, qui était un adepte du service volé, quelle que soit d'ailleurs la surface sur laquelle il jouait, et qui a réussi malgré tout à avoir quelques résultats sur terre en pratiquant un jeu d'attaquant. Euh, voilà, il aurait pu être plus haut pour moi s'il avait voilà, réussi à peut-être à étoffer un peu plus sur terre quand même, notamment son palmarès avec des victoires ou une finale de Grand Chelem en plus. Voilà, mais bon, il a gagné 2 Masters 1000, il a été numéro 4 mondial. C'était voilà, encore un joueur énorme serveur, avec un jeu d'attaquant pur, voilà, tout simplement. Je qu'on en reparlera, peut-être, quand je citerai son Peut-être. nom. Hein. Et qui est Mais aujourd'hui directeur du tournoi de Rotterdam. Rotterdam, tout à fait. Et Voilà. qui aura donc l'honneur de pouvoir, normalement, si tout va bien, organiser son tournoi cette année. Moi, je vais enchaîner avec mon 53e, mon Rod, avec le chat. Si je te dis le chat, ça va sûrement te Ouais, parler. tout de Euh, suite. Mechir, alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Ouais, Mechir ou Messire, Mechir, si on le prononce en français, on va Messire. dire Messire, sinon Mechir. Voilà, évidemment, l'un des joueurs les plus élégants, les plus esthètes de ce sport. Pas forcément très connu, mais pourtant, il a été quatrième mondial, 11 titres et 13 finales. Il a joué les derniers carrés dans les 4 grands chelems, ce qui prouve sa polyvalence sur les surfaces. Il fait une finale de l'US Open en 86 en battant Wilander et Becker et en perdant contre Lendl. Lendl qui d'ailleurs, je crois, sera un peu sa bête noire durant toute sa Tout à carrière. fait. Euh, Ouais.
Messire, il fait aussi une finale à Melbourne en 89, où il perd là aussi contre Lendl. Il a remporté 3 équivalents au Masters 1000, parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais il avait remporté Hambourg, en battant Wilander notamment. Il avait remporté Miami, et alors là, en battant Edberg, Noah et Lendl. Cette fois, il avait réussi à battre Lendl, les 3 qui étaient top 5 à cette époque. Il avait aussi battu Connors à Indian Wells. Voilà, Messire. 4 finales de Masters 1000, l'équivalent de Masters 1000, notamment à Rome et à Hambourg, où il avait perdu contre Noah et Lecomte. C'était un surdoué de ce sport, et un surdoué qui a pris sa retraite beaucoup trop tôt. Est-ce que tu te souviens à quel âge il a pris sa retraite? Non, mais je sais il souffrait beaucoup du dos. Et Tout à fait. c'est pour ça Beaucoup qu'il de a pris sa blessures. retraite. À 26 Euh, ans. C'est jeune, hein, ouais, donc 26 ans. Hein. c'est jeune. Mais alors, il y a une anecdote sur Mechir, c'est qu'il est le dernier joueur à avoir fait une finale de Grand Chelem avec une raquette en bois. Ah bah je l'avais pas celle-là. Voilà. Et ça Super. doit être à l'US Open en 86. Alors attends, je vais regarder tout de suite, je regarde tout de suite. Messier, Messier, L'année où il Messier. perd contre Je Lendl. l'ai. Raquette en bois en 1986. Bravo. Voilà. Exact. Donc c'est le dernier joueur, le dernier vainqueur, je le rappelle, d'un tournoi du Grand Chelem avec une raquette en bois, et ben c'est Yannick Noah. Merci, mon Rod. Je te laisse juste la main, mais je finis Ouais, pour pourquoi le chat? joueur. Pourquoi le chat? Parce que toucher de balle incroyable et une qualité de déplacement qui Voilà, aujourd'hui. tout léger. En fait, on a l'impression qu'il flottait sur le court. Voilà. Et puis, il aura aussi une particularité, c'est qu'il a peut-être, je dis bien peut-être, empêché Wilander de faire le Grand Chelem Tout à fait. en 88, l'année où Wilander gagne presque tout. Hein. Il gagne 3 Grands Chelems sur 4. Il gagne ce qu'on appelait à l'époque le 5e Grand Chelem, hein, qui était le Lipton de Miami. Et il perd en quart contre Messire. À l'époque, Wilander est bien sûr fini l'année numéro 1 mondiale. Et donc, il a peut-être empêché voilà, le Suédois de gagner tous les tournois l'année où, effectivement, si Wilander impressionnant. dominait le tennis. Beaucoup d'anecdotes aujourd'hui, Rod. Tu es en feu. Je te redonne la main. Alors moi, le joueur que j'ai mis en 53e position, il est espagnol et il s'appelle Alex Correja. C'est un joueur qui fait partie de toute cette catégorie de titré joueurs en Grand Chelem, du coup. accrocheurs. Hein. Pas titré en Non, Grand il n'est pas Chelem. titré en Grand Chelem, c'est vrai, mais joueur extrêmement accrocheur. Hein. On est encore une fois dans ces profils, dans l'attitude hein, d'un Nadal, d'un Bruguera, d'un Ferrer. C'est un joueur qui a bien sûr extrêmement bien joué sur terre battue. Hein. C'est là où il a eu ses meilleurs résultats. Tout à fait. Mais pas que. Pourquoi je l'ai mis à cette place-là? Est-ce que je peux essayer de deviner? Est-ce Ouais, que tu vas trouver. est-ce que ce serait pas parce qu'il a une énorme victoire sur gazon face à un énorme joueur sur gazon qui a largement dominé le gazon, qui s'appellerait Pete? Non, oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait bat qu'il ait gagné. Sampras sur gazon aussi. Hein. Il a gagné le Masters. Et il a gagné le Masters, exact, en Voilà, 98. en indoor, il gagne le Masters. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis aussi haut, parce qu'il a été numéro 2 mondial, Correja. C'est un joueur assez anonyme hein, quand même pour le grand public et pas très très connu. Il fait 2 finales à Roland. Oui, sur terre, c'est l'époque hein, où il faisait partie vraiment des 2-3 meilleurs joueurs hein, sur terre. Et sur dur, il a quand même eu d'excellents résultats. Je crois qu'il fait aussi un match incroyable contre Sampras à l'US Open une année. Joueur avec un revers à une main, très physique. Voilà, beaucoup. C'était l'époque où en fait les joueurs espagnols aussi arrivaient avec Bruguera, où on parlait beaucoup de lift. C'était voilà le lift, la balle qui gicle. Voilà, la frappe de balle où on mettait pas seulement du lift, mais on frappait très fort avec du lift. Et on faisait beaucoup tourner la balle. Voilà, Correja était un des précurseurs dans toute cette lignée de joueurs hein, espagnols où on aura vu après Albert Costa, on y verra Moya, on y verra les Ferrero, voilà, tous ces joueurs-là. Et Correja qui est arrivé un tout petit peu avant. C'est en plus c'est un joueur que j'aime bien, qui est en plus un gars extrêmement sympathique. Qui s'est donné un petit peu au coaching, qui a eu Murray pendant un moment, voilà, et puis qui est aussi maintenant pas mal consultant pour la télévision espagnole. Très bien, je valide ton choix, Rod. Je ne l'ai pas encore cité. On verra où je l'ai mis.
Je Je ne l'ai signale qu'on n'a pas de joueurs en commun pour le moment. Non, non, mais en fait, on s'est beaucoup croisés là. Je pense qu'entre 40 et 70, on va se croiser parce qu'on a eu nos critères finalistes de Grand Chelem, titre en Grand Chelem. Je cite beaucoup de joueurs aujourd'hui que toi, tu as cités la semaine dernière et tu cites des joueurs aujourd'hui que moi, j'ai cités la semaine dernière. Ouais. Donc, bon, on a un moment où on va se croiser, mais c'est bien aussi de ne pas forcément avoir tout le temps les mêmes joueurs. Mon 52e n'est pas Correggia. Mon 52e, tu vas devoir le Ah, deviner. Alors, mon Rod, j'avoue que pour un moment, tu m'as un peu frustré, hein. Tu as été beaucoup trop fort à mon goût, beaucoup trop fort. Donc, j'ai un peu corsé l'addition aujourd'hui. allez, vas-y. Il va falloir que tu te concentres et que tu prennes pas tous mes indices au premier degré, d'accord? Ok. Mon premier indice, c'est Elton John. C'est très difficile. Si tu trouves avec Elton John, j'arrête immédiatement l'émission. Je vais Je- dire à tout hasard, hein, vraiment Biruletis. Non. Mon deuxième indice, c'est Prison. Alors, c'est Tanner. Ah, il est fort, il est fort. Très franchement, le premier, Et j'ai t'as hésité et t'as entre Biruletis hésité? et Tanner, tu vois. Alors, pourquoi Elton John? Parce que le surnom de Tanner, c'est Rocketman, évidemment, comme Elton John. Alors, pourquoi prison? Parce qu'après sa carrière, Tanner fait partie de ces joueurs qui ont un après-carrière chaotique, avec des dettes, avec des impayés, des chèques sans provision, et ça lui a valu de la prison. Et puis, mon troisième indice, c'est l'aide 246, qui est son record de vitesse au service. On était en 1978. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui les gens se rendent compte ce que c'est que de servir à 246 km/h en 1978. Et puis un beau prénom, Roscoe Tanner, parce qu'on ne l'a pas dit. On a dit Tanner, mais on Roscoe, n'a pas tout dit à fait. Roscoe Tanner. Ça a quand Roscoe, même, ça a de la gueule quand même tout comme à nom. fait. Voilà. Il fait partie de ces joueurs qui ont réussi à briser le câble métallique du filet. Juste comme ça, le câble métallique qui tient le filet, ce monsieur l'a brisé avec son service. Voilà, donc évidemment, l'un des plus gros serveurs de l'histoire. À cette époque, clairement le plus gros serveur de l'époque. 16 titres, 25 finales, quatrième mondial à son meilleur classement. Plutôt évidemment un joueur de surface rapide, très grand, très puissant, très costaud. Il remporte l'Open d'Australie en 77. Il fait une finale à Wimbledon en 79 en perdant en 5-7 contre Björn Borg. Il était quand même pas loin de remporter Wimbledon et de battre Björn Borg. C'est là où je l'ai découvert, moi, tu vois, que je commençais vraiment, encore une fois, à suivre le On tennis. était en Et j'avais 79. vu ce match. Tu avais 7 Et en ans, ouais, fait, donc c'est pas mal. ce qui m'impressionnait chez Tanner, c'est on parle beaucoup de la différence entre le bras droit et le bras gauche pour les joueurs de tennis. Mais alors lui, il avait un tout petit bras droit et un avant-bras gauche énorme. Et là, en plus, il envoyait des boulets au service, mais c'est surtout, en plus de la vitesse, c'est surtout le geste qu'il avait, avec un geste très très court. Il prenait balle montante au Comme service un et coup de pop. marteau, en fait. Ah Poum, ouais, poum. et ça tombait, et ça tombait. Et Borg avait réussi à s'en sortir 6-4 au cinquième, je crois, sur le cinquième set. Et ça avait été un match incroyable. Mais il a accroché quand même à son palmarès. Des Connors, des Ouais. Villas, des Lendl, des McEnroe. Il les a tous battus, hein, avec une telle qualité de service. Il les a tous battus. Mais il n'avait pas que le service. Il avait aussi voilà, cette capacité, malgré sa grande taille, à bien se déplacer, à faire assez Allait peu de beaucoup au fautes, filet. à aller monter Il allait beaucoup au beaucoup, filet. beaucoup, beaucoup au filet. Il fait 4 demi-finales de Grand Chelem, en plus de son titre et de sa finale. Voilà, Roscoe Tanner, que j'ai placé en 52e position. Je te laisse la main. Alors, mon 52e joueur, c'est un joueur, je dirais que je pourrais te faire deviner, c'est le joueur le plus élégant pour moi de l'histoire du tennis. Voilà, on a, on a Ouais, parlé de ce joueur. il y en a beaucoup des joueurs élégants. C'est un Non, Chilien, mais lui, non, c'est un Italien. Panatta. Bah ouais, Adriano Panatta. C'était je sais pas, la classe absolue, Adriano Panatta. Quelle classe sur le court, quelle façon de marcher, de courir, de jouer, les volets. Voilà, le style Ah, c'est sûr. du joueur C'est était pas moi qui vais te contredire. Moi, je l'ai mis un tout petit peu plus haut que assez toi. incroyable. C'est un joueur qui m'a marqué. Voilà, quand on parle tennis, on parle Roland Garros, on parle d'Adriano Panatta. Aussi, d'abord parce qu'il a gagné le tournoi, mais aussi parce qu'il fait partie des joueurs qui ont battu, des rares joueurs, puisqu'il n'y en a eu que deux, je crois, qui ont battu Borg à Roland Garros. Donc voilà, c'était un magnifique joueur, une technique, une gestuelle qui était vraiment magnifique. Euh, et tu vois, et puis une anecdote, hein, après, au début où je commençais à jouer les tournois,
je vais sur un tour, je disputais des qualifs et là on me dit oh là là, le tournoi il est très très fort, hein. Il y a le frère de Panatin hein, qui va jouer, hein, Claudio. C'est te dire à quel point ça marquait les gens parce qu'il n'y avait pas, je veux dire, les qualifs n'étaient pas forcément extrêmement forts parce qu'il y avait le frère de Panatin qui jouait, tu vois, mais c'était ça, voilà, j'avais trouvé ça assez drôle. C'est vrai que c'est marrant comme Et, anecdote. et c'est vrai que, voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, c'était un joueur élégant qui a gagné Roland Je sais pas Garros, s'il qui y a a gagné beaucoup, Rome, je sais pas s'il y a qui a beaucoup gagné de la Coupe vidéos Davis. de lui, mais il faut essayer. J'invite vraiment tous les jeunes joueurs qui ne le connaissent pas à aller chouiner, à aller regarder pour voir un peu ce joueur et ce style de jeu, effectivement. Comme tu disais, avec un palmarès quand même. Il n'était pas seulement beau à avoir joué, il a aussi gagné. Il a aussi gagné. Ouais, il a gagné quand même pas mal de matchs, 9 titres, 11 finales, une Coupe Davis. Bon, après, il y a les Masters 1000, c'est compliqué parce que c'était pas vraiment le même Tout à fait. calcul. Mais Ouais. enfin, en tout cas, sur ces années 75, autour de 75, il faisait partie des 3 meilleurs joueurs sur Terre avec Borg et puis Villas. Écoute, c'est une parfaite transition, ton 52e avec Panata, parce que moi aussi, mon 51e, le dernier recalé avant ce top 50. Oh, j'ai les larmes qui vont. J'ai envie de pleurer tellement j'ai honte de le mettre que 51e, mais je ne pouvais pas le faire entrer dans mon top 50. C'est un joueur aussi d'une élégance rare, une technique exceptionnelle, avec une grande variété de coups, un sens du jeu, un sens de l'anticipation incroyable, une grinta. Pas de cas, je disais de lui que c'était l'un des plus grands talents qu'il ait jamais vu. Marat Safin a dit de lui qu'il avait le niveau pour remporter 10 grands chelems. Et bien pourtant, El Chino, numéro 1 mondial, n'a jamais remporté le moindre grand chelem. C'est le seul numéro 1 mondial de l'histoire, Marcelo Rios, pour ceux qui n'avaient pas deviné, qui n'a pas remporté de grand chelem. 18 titres pourtant, 17 finales, dont une à Melbourne. Bon, après, c'était pas, il n'a pas battu des très grands joueurs pour arriver en finale à Melbourne. C'était plutôt un terrien, le Rios, mais bon, il avait quand même battu Berasategui, qui à l'époque était 25e mondial. Ouais, c'est le meilleur joueur qu'il ait battu pour arriver en finale. Évidemment, un joueur surdoué. Et lui aussi, un peu comme le chat dont on a parlé tout à l'heure, qui est parti à la retraite beaucoup trop tôt. Son dernier titre, il l'a eu à 26 ans. Et ensuite, il a pris sa retraite à 29 ans après de multiples blessures. Malgré tout, Marcelo Rios, c'est quand même 5 Masters 1000, dont Monte Carlo en 97, en battant Correggia, Moya, Costa, en remportant aussi Indian Wells en 98. Il pouvait donc bien jouer sur dur, le Chilien, où il avait battu Corda et Rudzeski à l'époque. Il avait fait le doublé d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens, Indian Wells Miami en 98. Ouais, doublé Euh, très difficile à faire Très que difficile à faire. Deux peu de Masters joueurs 1000, ont très réussi. difficile. C'est les deux plus gros Masters 1000 de la saison. Il les remporte coup sur coup. Donc c'était vraiment très fort. Il avait remporté feu la Coupe du Grand Chelem en 98, qui était une compétition concurrente au Masters. On en avait déjà parlé il y a quelques émissions. Voilà. Sinon, c'est quoi Rio? C'est le premier Sud-Américain numéro 1 mondial, puisque officiellement, Guillermo Vilas ne l'a jamais été, même si évidemment, on se doute bien qu'avec sa carrière, Vilas aurait dû l'être. Et puis aussi, la petite anecdote, c'est qu'il a été numéro 1 mondial en junior. Ça, c'est pour moi, parce que je suis un junior. En pro. Et puis en senior. Et ça, c'est pour toi, parce que tu es senior. Voilà. Donc, il a réussi à être numéro 1 mondial dans les 3 catégories. C'est fort quand même. Hein. Bon, Marcelo super joueur Rios. qui était. Moi, j'ai jamais joué, mais bon, j'aurais pu le jouer. C'était un des joueurs, faut le dire, le plus détesté sur le circuit par beaucoup d'autres joueurs, mais par aussi tous les gens qui ont pu travailler dans les tournois. Il était quand même assez hautain, pas sympathique. Rio, je l'ai vu faire un truc incroyable une fois à Estoril. Un petit gamin arrive, lui demande un autographe, il prend son crayon, il casse en deux, il se barre. Ouais, là, c'est un peu là, je violent me pour le suis dit, gamin. Mais... waouh, 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 là, on est tombé sur du lourd. Mais Bon, voilà. là aussi, c'était du très, très lourd. C'est effectivement, voilà, c'est sûr que la longévité, il a arrêté tôt, l'a pas aidé, mais c'est vrai, c'est incroyable qu'il n'ait pas gagné un grand chelem, ce gars, parce qu'il était tellement fort. Et j'invite hein, les gens qui n'ont pas vu jouer à regarder un match. Je crois que c'est à Hambourg, où il a joué contre Becker à Hambourg et où en fait il lui donne une leçon de tennis. Je crois qu'il lui met 6-1, 6-0, quelque chose comme ça. Et où on a un Becker qui est absolument Bah, je vais le regarder ce soir. Tiens. abasourdi de voir à quel point il se fait marcher dessus par Rios qui en fait ce qu'il en veut. Mm. Voilà, donc Un petit super replay. joueur qu'on retrouvera plus tard, je te le cache pas Bah, évidemment, j'en doute pas. Toi, tu l'as mis dans ton top 50 et tu as bien raison. évidemment. Et je pouvais pas faire autrement parce que
Voilà. Mais Beaucoup bon, trop de talent et quand on a été numéro un, un numéro un mondial, c'est un numéro un mondial, quoi. Voilà. oui, en fait, tu t'arranges avec les critères, quoi. Un coup, c'est le classement, un coup, c'est le titre en Grand Chelem. En fait, c'est comme ça, Non, t'arranges, quoi. mais j'en ai deux. Effectivement, être numéro un mondial, c'est quand même Oui, assez d'accord, un j'ai truc compris. incroyable. Et puis les grands chelems, évidemment, c'est mes deux critères principaux. Voilà. Allez, je te laisse finir cette émission, Rod, avec ton Ah bah, 51e. moi, mon 51e, il n'est Fais-moi rêver. pas non moins talentueux. Fais-moi rêver. Allez. Hein. Et il n'a pas gagné de grand chelem non plus. Aïe. Dis donc. Ah, Tu attends, qui vois. c'est? Et il Qui est c'est? sud-américain aussi. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Et c'est David Nalbandian. Ah, ouh! Oh, tu l'as mis haut, ça va. 51, ça va. Oui, oui. Non, j'avoue, j'avoue. 51, je ne l'ai pas Oui, mis dans ça le top va, ça va, 50. ça va, ça va. Moi, Voilà, on a inversé Rio, c'est Nalbandian. Voilà. Moi, mon coup de cœur, c'est bon, Nalbandian. Il est dans mon top ouais, 50. Voilà, je l'avoue. c'est mon. Voilà, c'est une finale de Grand Chelem, un Masters gagné, deux Masters 1000, Non, mais numéro 3 Nalbandian, c'est. mondial. Voilà. En fait, je l'ai mis là parce que aussi. J'ai des souvenirs de matchs où il a battu Federer, il a battu Nadal. Alors, certes, Federer, lui, était déjà à son Ah non, top, mais Nadal un t'as peu pas à te moins. justifier à le mettre 51e, attention. Hein. Je pense que même ceux Mais qui nous regardent, beaucoup voilà, le mettraient dans une, leur top 50. Hein. c'était pour moi, je pense, le meilleur retourneur que j'ai jamais vu. Euh, une technique de revers absolument parfaite. Voilà. Super joueur, voilà, super joueur, beaucoup, beaucoup de talent. Il jouait avec de la stratégie, il jouait de la géométrie du court, capable de prendre la balle très, très tôt. Il a joué à cette époque où il y avait aussi Roddick, et j'ai ce souvenir où il se mettait sur la ligne de fond de court pour retourner les premières balles de Roddick, et puis il le retournait comme si, l'autre servait Comme à si 100 c'était des km/h. chicoris, quoi. Voilà. Ah ouais, non, Nalbandian. C'est sûr Donc, que je sais pas ce qui m'étonne le plus, c'est que ce soit Rios ou Nalbandian qui n'ait pas gagné un grand chelem. Je pense que plus Nalbandian encore. Pour moi, encore plus Nalbandian qui avait. Ah, voilà, bon, on en reparlera. bon, Parce que, les deux, c'était mais, un droitier, un gaucher, mais c'était mais énormément, Nalbandian, énormément de talent. Nalbandian, Énormément. c'est Ouais. je sais pas si c'est déjà arrivé, mais je pense que c'est le seul joueur qui a réussi à battre le Big Three dans un même tournoi. Je sais pas si tu te souviens de ce tournoi-là. C'était pas à Madrid, il me semble, sur dur, il me semble, à l'époque où le Ouais, mais Masters il a mis 1000. une raclée à Nadal, là, un tournoi, un Masters 1000, je crois que c'est oui, à Madrid, il me semble. Il il bat les trois dans le même tournoi. Bon, voilà, je pense qu'une fois qu'on fait ça, on a prouvé que notre talent n'avait pas de valeur. C'est un vrai crève-cœur que l'Argentin, pour moi, n'ait jamais gagné un grand Ah chelem. ouais, C'est vraiment avis partagé. Avis partagé. voilà, c'est un crève-cœur et voilà, c'est un joueur en plus qui, bon, je le vois hein, dans tous les commentaires qu'on poste, dès qu'on met d'articles sur lui, etc. C'est un joueur qui est aimé, voilà, qui est aimé, qui est adoré par sa personnalité, par son style de jeu, par tout ce qu'il a fait. Et il n'a absolument pas le palmarès qui correspond à son talent, très clairement. Voilà, on va quand même le rappeler. Bon, il y a cette finale à Wimbledon, 4 demi-finales en Grand Chelem. Il a remporté 2 Masters 1000, un Masters, mais c'est beaucoup trop peu pour un joueur de ce talent. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ouais. Écoute, on a eu des bons noms aujourd'hui, là, quand même. Ouais. Et ça monte, ça Ouais, et monte. puis c'est pas fini, hein, c'est pas C'est fini. pas fini. Bah, on va rentrer en top 50 hein, dans la prochaine émission. Hein. On va rentrer en top 50. Ça va être magnifique. Juste, avant de se quitter, je donne les noms des 6 vainqueurs qui ont remporté un mois d'abonnement la semaine dernière. Ce sont Little Wings, Picaboo, Tom Busato, Redzi, Maracuja et Molcom Ouzeri. Voilà, venez en MP. Alors Redzi, il a été tiré au sort, mais il fait partie de la team Tennis Break News, donc peut-être qu'il reversera son abonnement à l'un de ses followers. En tout cas, voilà, bravo à vous. Aujourd'hui, on a été pas trop mal. Moi, j'ai gagné du premier coup et toi du deuxième, donc on en fait gagner 5. Bon, on a encore été bon. 5 mois d'abonnement à remporter. Ouais, c'est pas mal, c'est On pas mal. donnera les noms la semaine prochaine, enfin la prochaine émission. Merci mon Rod. Je te Salut libère. Greg, à la semaine Je te laisse prochaine. Et vaquer à puis, tes ouais, au occupations, plaisir. Là, à tes c'est entraînements. la semaine prochaine, c'est top 50, on y va. On y va, on y est. Et puis bonne reprise à tous. Ça y est, le circuit reprend à Delray Beach, à Antalya et à Abu Dhabi. Voilà. T'es content? Super. Bon, Allez, merci. Ciao mon bye Rod. bye tout le monde. À Merci. bientôt. Et à très vite. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao.